L'homosexualité est une calamité pour la santé publique, une décomposition des mœurs pour la jeunesse, une criminalité pour la société, un péché mortel pour l'Église, une perversion pour la famille. 10 mars 2001, dans la rubrique Publicité du Nouvelliste, journal valaisan, en Suisse. 6 septembre 2019. Ce soir, en Valais. Je relis ces propos qui restent d'actualité. Et je ne suis pas une calamité. Je ne participe pas à la décomposition des mœurs. Je ne suis pas une criminelle. Je ne suis pas un péché mortel. Je ne suis pas une perversion. Avant de devenir, il faut exister. Les violences poussent à l'exil, psychique, biographique, géographique. Pouvoir être soi ne va pas de soi. Alors ce soir, je vous invite à réfléchir à cette double question. En quoi les violences auraient les devenir et comment ouvrir l'avenir? Afin de décrypter la manière dont les violences se déploient et leurs répercussions, je vous propose d'explorer la métaphore de l'épée de Damoclès. Cette métaphore provient de mes activités de recherche et de formation. Et pour commencer dans le vif du sujet, partons de l'iceberg des violences et de sa pointe, à savoir l'injure. Et j'aimerais savoir qui, dans la salle, a déjà été une fois dans sa vie la cible d'injure, quelle que soit cette injure. Je vous prie de lever la main. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Qui, dans la salle, a déjà été témoin d'une injure, quelle qu'elle soit? Merci beaucoup. Dernière question. Qui, dans la salle, a déjà été autrice ou auteur d'injures? Je vous remercie beaucoup pour votre honnêteté. C'est beaucoup plus facile de lever la main quand on dit « Ah, je suis témoin » que autrice ou auteur. Cette entrée par l'injure et vos mains qui se lèvent permettent de constater que l'injure concerne tout le monde. C'est une expérience commune parce qu'elle est partagée, mais c'est une expérience spécifique parce qu'elle varie en fonction des vécus. Cette expérience de l'injure, même les enfants savent ce que c'est. Quand je travaille avec des professionnels qui accompagnent des enfants et des jeunes, souvent les professionnels me disent « Oui, mais les enfants ne savent pas toujours ce que les injures veulent dire. » Je dis « Vous avez tout à fait raison, même certains ou certaines adultes ne savent pas ce que veulent dire certaines injures. Donc vous avez tout à fait raison. » Par contre, même les enfants comprennent que ce n'est pas pour faire du bien. Autrement dit, les injures, ce sont des mots pas comme les autres. Ce sont à ce point des mots pas comme les autres que ce sont des violences verbales et qu'elles tombent sous le coup de la loi. Ce sont des mots pas comme les autres parce qu'elles blessent en plein cœur, comme une épée. On arrive à notre épée de Damoclès. Pourquoi l'épée de Damoclès? Parce que l'injure, elle a le pouvoir de blesser et de dévaloriser. Et de Damoclès, parce que dans les entretiens que je mène, dans mes recherches, j'entends très souvent des personnes qui me disent « Moi, je n'ai jamais été la cible directe d'injures. Mais le fait que ça puisse arriver m'angoisse, alors je fais gaffe. » C'est-à-dire que cette métaphore nous permet de montrer que les injures, telle une épée de Damoclès, planent. C'est un fantôme menaçant qui peut s'abattre à tout moment et qui est un outil de contrôle et de sanction. L'épée de Damoclès, c'est aussi une manière de mettre en évidence que très souvent, dans le contexte scolaire, les élèves me disent « c'est violent d'être la cible de violence, c'est encore plus violent quand les adultes n'interviennent pas ». Ce point est crucial, puisqu'il nous met en évidence que le fait de bouger par rapport aux épées de Damoclès sauve des vies, et le fait de ne pas bouger
par rapport aux épées de Damoclès, c'est une manière de légitimer les violences et de dire qu'on est d'accord avec elles. C'est d'autant plus important que, comme on vient de le dire, l'injure, c'est que la pointe de l'iceberg des violences. Parce qu'effectivement, il existe aussi les violences physiques, les coups par exemple, mais aussi les violences sexuelles, attouchement, viol, etc. Et on va maintenant s'intéresser plus précisément aux violences sexistes et sexuelles. Pourquoi se pencher davantage sur ces violences-là et ces injures-là? Pour la simple et bonne raison qu'au sommet du hit parade des injures se trouvent les injures sexistes et homophobes. Alors, je ne vais pas citer l'injure sexiste la plus connue et l'injure homophobe la plus connue. Par contre, je peux vous donner un indice, elles commencent les deux par P. On pourrait appeler ça le P au carré. Et puis que c'est devenu des vrais signes de ponctuation. Donc, ces deux injures sont au sommet du hit parade et elles traversent les cours de récré, le contexte professionnel, les stades de foot, les réseaux sociaux, les repas de famille. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là qu'on va se centrer actuellement. Et pour bien comprendre à quoi elles réfèrent, on va prendre deux registres différents, c'est-à-dire le premier, quand est-ce que les épées tombent sur les questions de genre, et le deuxième, quand est-ce que les épées tombent sur les questions de sexualité. On commence par le genre. Exemple très familier. Une épée de Damoclès, c'est-à-dire un rappel à l'ordre, peut tomber par rapport à une fille qui fait du foot ou à un garçon qui joue à la poupée. Mais on voit qu'il n'y a pas les mêmes enjeux qui se développent. Pourquoi ? La fille qui fait du foot, on va lui dire quand même, c'est soi-disant pas une activité pour les filles, mais elle gravite vers le côté qui est socialement valorisé. Alors que le petit garçon, lui, il n'a rien pigé, il est en train de jouer à la poupée, donc lui, il gravite dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il gravite vers le côté qui est moins valorisé socialement. Donc cet exemple nous permet de montrer que les personnes qui refusent de se plier aux stéréotypes de genre ont la possibilité d'être remises à l'ordre. Et ça nous permet d'attaquer ce concept de genre, puisque le genre est un concept, et ce concept, c'est un outil d'analyse pour comprendre comment se passe la construction des masculinités et des féminités. Mais ce concept va plus loin, puisqu'il nous montre qu'effectivement, c'est un système hiérarchique, puisque le masculin va être socialement valorisé au détriment du féminin. Pourquoi je vous parle de ces jouets ? Parce qu'en fait, les jouets, c'est pas si anodin. Parce que les jouets, quand on y joue, on ne développe pas les mêmes compétences. Et d'autre part, les jouets, quand on y joue, ça ne préfigure pas les mêmes rôles sociaux. On pourrait faire vraiment cet exemple de trottinette versus poussette. Ces outils et ces jouets fleurissent dans les catalogues pour enfants, souvent très bleus et très roses. Je reviendrai sur les couleurs tout à l'heure. Mais c'est une manière de dire que le message qu'on donne à une ou à un enfant, tiens, prends une trottinette et découvre le monde, tiens, prends ta poussette et prends-toi le trottoir. C'est déjà plus difficile pour aller explorer le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des assignations sociales. C'est-à-dire que le gène du ballon n'existe pas, le gène du caclon non plus, et puis le gène de l'aspirateur, on le cherche encore. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup passé l'aspirateur, qu'elles sont devenues très fortes en aspirateur. Heureusement, maintenant, il existe des aspirateurs qui font l'aspirateur tout seul. Enfin, faut-il encore avoir les moyens de se l'acheter, on est bien d'accord. Ce que je voulais mettre en évidence par là, c'est que les épées de Damoclès peuvent tomber sur ce qu'on appelle les rôles de genre, c'est-à-dire les activités. Mais les jouets et ces activités se cristallisent dans le contexte professionnel, puisque dans le contexte professionnel, on nous dit aussi qu'il y aurait des filières dites féminines ou dites masculines, alors qu'en fait, on développe des compétences, quel que soit ce qu'on a entre les jambes. On développe des compétences. Et ça se cristallise encore plus dans la question de la discrimination salariale, puisqu'on voit que sur un même critère, même travail, on a une inégalité de traitement. Et là, on est dans de la discrimination, puisque sur un critère injustifiable, on fait un traitement qui est inégal. Donc les épées tombent sur les rôles de genre, les activités. Expression de genre. Pour exemplifier l'expression de genre, je vais vous parler en fait de ma question existentielle que j'avais quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, j'étais vraiment en train de me demander, par rapport à mes cheveux, à partir de combien de centimètres exactement j'allais virer dans le pôle soi-disant masculin ou dans le pôle soi-disant féminin. Je me disais, mais qui fixe ces critères et puis qui a décidé le nombre de centimètres ? Puis du coup, dernièrement, j'ai revu un album de jeunesse et je me vois sur cette photo et j'avais la coupe du mulet.
Donc je regarde cette photo, je me suis dit c'est intéressant, la coupe du mulet, c'est court dessus, long derrière, mais pour ne pas stigmatiser les personnes qui auraient la coupe du mulet, qui redevient à la mode, hein, entre parenthèses, enfin ça dépend où et par qui, mais ça c'est un autre sujet. Mais donc je regarde cette coupe du mulet, elle était particulière parce que j'avais eu la bonne idée de déteindre mes queues de rat en blond platine. Je me suis dit que c'était assez impressionnant comme idée, mais je ne pensais pas que j'allais pouvoir devenir quelqu'un ou quelqu'une de cette manière-là. Mais en tout cas, je me suis dit que je regarde cette photo, j'ai cette coupe du mulet, et puis je me suis dit, mais cette coupe du mulet, c'est ni masculin ni féminin, c'est moche, en fait. Et là, je me suis dit, je me suis peut-être trompée de question. Enfin, pas tant que ça, puisque je suis encore en train de vous parler de ça ce soir. Ma question, c'était laquelle ? C'était, mais pourquoi on divise le monde en deux ? Et qui veut diviser le monde en deux ? Donc, je peux maintenant rallier rôle de genre, qui sont les activités, et l'expression de genre. Pensez à la coupe du mulet, comme ça, vous ne confondez pas. L'expression de genre, en fait, c'est tous les codes sociaux, que ce soit les vêtements, les postures, les accessoires, etc. Conclusion de la rubrique de « Quand est-ce que l'épée tombe sur les questions de genre ?» C'est vraiment une manière de mettre en évidence qu'on a un pouvoir d'action très fort sur cet aspect-là, parce qu'on peut décoller justement notre pensée de notre nombril, très facilement. Par exemple, en faisant un pas en arrière, on se rend compte que c'est qu'à partir des années 1900 que le bleu il a été assigné aux garçons et le rose aux filles. Avant cela, c'était complètement l'inverse. Donc il suffit de faire un petit pas en arrière pour se dire que non, les filles ne courent pas frénétiquement après le rose et les garçons n'ont pas le gène du bleu, ce serait plutôt le gène des schtroumpfs d'ailleurs que le gène de je ne sais quoi. Mais donc un petit pas en arrière ne nous fait jamais de mal parce que ça veut dire que ça n'a pas toujours été comme ça. On peut aussi faire un pas de côté, et un pas de côté, on pourrait tout à fait prendre l'exemple de l'Écosse, où plein d'hommes se baladent avec des kilts, on pourrait appeler ça des jupes, et ça ne pose de problème à aucune personne. Pourquoi je vous donne cet exemple ? Parce qu'en fait, rien n'est gravé dans le marbre, et ces assignations sociales, elles sont très situées au niveau culturel et historique. Autre piste très concrète, c'est justement de travailler sur les injonctions à être soi-disant féminine ou soi-disant masculin. Parce que les stéréotypes enferment tout le monde, les filles, les garçons et tous les enfants qui ne se reconnaissent pas dans ces deux cases. Donc on a vraiment un pouvoir de déconstruction de ces stéréotypes pour ouvrir les horizons et surtout pour faire en sorte justement que la possibilité d'être soi-même puisse exister. Donc par rapport aux stéréotypes, cette possibilité de déconstruire est vitale. Et sur la question des violences, quand on va nous dire « ouais, mais quand même, elles exagèrent un peu ces femmes en disant que les violences et tout », ben là, l'outil très concret, c'est de revenir aux faits. Et les faits, c'est que les violences sexistes et sexuelles traversent toutes les sphères, que ce soit le harcèlement sexuel au travail, le harcèlement de rue, ou aussi justement la violence conjugale. Rappelons entre parenthèses qu'une femme sur 5 en Suisse est la cible de violences conjugales et en moyenne, une femme en Suisse meurt par semaine sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. On quitte la question du genre pour rentrer dans la question des sexualités. Sur la question des sexualités, premier exemple où on voit qu'il y a de nouveau l'épée de Damoclès qui peut tomber. Par exemple, un homme qui a X relations, on va l'appeler d'une certaine manière, et une femme qui a X nombre de relations, mais exactement le même nombre que l'homme, on va l'appeler d'une autre manière. Et je ne vais non plus pas citer comment on l'appelle. Mais c'est juste une manière de dire pour que la même chose, on voit qu'on a un double standard. Une fois, c'est valorisé, une fois, c'est dévalorisé. Sur les sexualités, il y a aussi bien sûr l'épée de Damoclès qui peut tomber sur l'orientation affective et sexuelle. C'est-à-dire par qui, vous et moi, on est attirés ou attirés sexuellement et ou sentimentalement. Et donc, par rapport à cette question, quelle que soit votre propre orientation affective et sexuelle, que je ne veux absolument pas savoir, on est bien d'accord, mais que dans la salle, vous vous définissiez comme homo, bi, hétéro ou une autre orientation, à quel âge précisément vous l'avez choisi ? Alors, je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais je veux juste que vous posiez cette question. À quel âge vous l'avez choisi ? Parce que comme je la pose souvent, plein de fois, les personnes me répondent, surtout justement les ados, « Ah, je pense que c'était à 3 mois et demi dans le fœtus de ma maman. » Je suis là, « Wow, ça c'est extrêmement intéressant et précoce. » D'autres personnes vont me dire, c'est à la crèche, d'autres personnes pendant l'adolescence. Et là, on voit qu'il ne faut pas confondre par qui on est attiré, du moment où on prend conscience ou du fait qu'on oserait le vivre. Mais la réponse est que vous et moi, on ne se réveille pas un beau matin en se disant « Ah super, je vais tomber amoureuse ou amoureux de cette personne ou d'une autre ».
Ce qui signifie que l'orientation, ce n'est pas un choix. Et quand bien même, pourquoi ce serait un problème ? Parce que ce qui pose problème, au contraire, c'est cette phrase que j'entends encore de manière récurrente. Beaucoup de jeunes qui me disent « je me sens en sécurité nulle part ». Pourquoi ? Parce que les violences tuent. Les jeunes homos et bis sont beaucoup plus la cible de violences et discriminations. De plus, 1/3 des élèves qui se définissent hétéros sont la cible d'homophobie. Et les taux de suicide des jeunes homos et bis sont 2 à 5 fois plus élevés. Pas seulement parce que les violences tuent, mais parce que le silence tue. Quand je demande aux jeunes à qui tu parles quand tu as un problème, les jeunes, très souvent, me disent « Ah, je parle soit à mes potes, à l'école ou à ma famille ». Les jeunes qui se posent juste des questions sur leur orientation affective et sexuelle me disent, je cite, « Je crève de trouille de parler à mes potes, à ma famille, à mes amis ». Donc là, on a un vecteur extrêmement puissant et facile à mettre en œuvre. Si une personne nous parle de son orientation en disant « Ah, mais peut-être que je suis homo », plutôt que de lui dire « Ah, mais c'est trop super, t'es homo », et on le remet ou on la remet dans une catégorie, ou de lui dire « Ne t'inquiète pas, ça va passer », on peut simplement lui dire « Merci de me parler, comment tu te sens et de quoi tu as besoin ». Autre point sur la question des sexualités, ne l'oublions pas que les discriminations sont extrêmement vives, y compris en Suisse. La Suisse, sur les droits des personnes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, est à 31%. C'est-à-dire que ces personnes-là ont 31% de droits et les hétéros en ont 100%. C'est-à-dire que le levier sociétal, c'est vraiment de se dire, l'idée c'est d'avoir les mêmes droits, pas plus de droits, mais les mêmes droits. On clôt maintenant cet aspect justement lié aux sexualités. On voit que les épées de Damoclès sont aussi très fréquentes pour remonter en généralité et mettre en évidence que le plus important, c'est vraiment de se dire qu'on a un pouvoir d'action. Parce que quand on agit, on protège les cibles, on dit « je te protège, toi ». Mais on a aussi un pouvoir d'action parce qu'on est en train de parler aux auteurs et aux autrices, on dit c'est inadmissible. Et finalement, on a un pouvoir d'action parce qu'aux témoins, on est en train de leur dire si l'épée tombe, je te protège. Et pour terminer, en termes de conclusion, on voit que dans ces situations-là, le soutien de l'entourage reste le facteur le plus précieux. D'ailleurs, je tiens à remercier au passage ma famille de cœur, ma mère, mon frère qui sont dans la salle pour leur présence, parce que finalement, la vraie question, c'est qu'est-ce qui pose problème ? Et ce qui pose problème, ce ne sont pas la diversité des devenirs. Ce qui pose problème, c'est les violences qui les enraient. Donc, dernière question, avant de vous quitter. Quand les épées tombent, qui dans la salle intervient déjà ou a envie d'intervenir ? Je vous remercie pour vos mains qui se lèvent parce qu'on a un pouvoir d'action individuellement et collectivement. Refusons les violences, brisons le silence, ouvrons les horizons. Il ne tient qu'à nous de faire en sorte que chaque devenir puisse advenir.